Bonjour, merci de nous écouter pour cette présentation. Donc on est un petit collectif de chercheuses en sciences de l'information et de la communication. On vient de l'université Grenoble-Alpes et on a travaillé avec un projet Equidisco sur des questions de publicisation et de médiatisation du bien-être animal à travers le cheval. On va faire une rapide introduction sur le contexte et les objectifs de notre travail et de notre présentation aujourd'hui plus particulièrement. Donc, on trouvait intéressant, puisque les journées de sciences et innovation équine étaient orientées un petit peu par rapport aux Jeux Olympiques, je vais prendre ma respiration, je suis très dans le speed, pardon. Donc en fait, on avait envie de se raccrocher à un travail qu'on avait mené l'année dernière sur une étude des Jeux Olympiques de Tokyo, puisqu'on sait qu'il y a une grosse attente par rapport aux Jeux Olympiques de Paris qui a été relancée. On a vu ça avec un journal télévisé qui a relancé la question sur le bien-être animal dans les pratiques sportives. Tout ça, ça amène finalement en attente d'une couverture médiatique importante à travers les JO, à la fois au niveau national et à la fois au niveau international, avec on a pu étudier une mobilisation des collectifs militants qui est déjà active et qui se renforce aussi avec ce moment un petit peu clé. L'intérêt du retour sur les Jeux Olympiques de 2021 pour Tokyo, c'était pour nous, on a mené une analyse sur le pentathlon. Donc sur le traitement médiatique du pentathlon suite à l'incident avec le cheval Sandboy lors du pentathlon. Je ne vous refais pas l'histoire. Et on a sur 12 mois, j'arrive pas à respirer, on a sur 12 mois travaillé sur comment les médias ont traité cette question sur le court, le moyen et le plus long terme, sachant qu'on l'a fait uniquement sur 12 mois. On a voulu appréhender les processus médiatiques et sociaux pour un petit peu en tirer des leçons pour gérer les éventuelles crises médiatiques à venir. L'approche méthodologique. Donc rapidement, on a fait une extraction sur une base de données de presse, à la fois presse généraliste et presse spécialisée. On a fait une analyse lexicométrique, donc c'est un outil qui permet d'analyser des grandes quantités de discours, de découper des segments de langage, etc., et de les comparer entre eux. Et on a analysé donc 144 articles de presse francophone qui sont parus en relatif à l'incident pentathlon entre août 2021 et juillet 2022. On a donc repéré les liens existants entre les mots utilisés et les positionnements médiatiques induits, notamment pour réfléchir comment la presse appréhendait l'événement, l'incident relatif au pentathlon. Est-ce que c'était sous l'angle de la maltraitance? Est-ce qu'il y avait des traces de la considération du cheval et du bien-être du cheval dans les médias? On a parallèlement à cette analyse très quantitative mené une analyse plus qualitative de la presse équestre sur le même corpus. Et là, c'était pour étudier un petit peu plus finement l'évolution du traitement du bien-être animal sur la même période. Les objectifs de tout ça, c'était d'identifier les grandes phases qui ont jalonné la couverture médiatique, voir s'il y avait des moments de crise, des moments de transformation de cet événement médiatique, les différentes prises de position qui étaient représentées dans les médias et les liens avec le bien-être animal. Tout ça pour mettre en lumière d'éventuels changements, le mettre en lien aussi avec l'impact que ça a pu avoir sur des changements sur les réglementations équestres, les pratiques équestres, les postures communicationnelles des acteurs dans la filière équestre. Donc en fait, de se dire à la fois on regarde ça et on regarde aussi dans la communication des professionnels et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qui bouge. Je laisse la parole à ma collègue. Donc, concernant les résultats, on a pu voir qu'en fait, le traitement médiatique de l'affaire Sandboy, il est divisé en 4 grands mouvements. Le premier, il est plutôt dans le registre de l'émotion et il correspond à la phase aiguë de la crise. Donc, ça a duré 5 jours. Il y a eu beaucoup d'articles avec un positionnement majoritairement défavorable envers le cheval, notamment avec des expressions qui étaient utilisées telles que bourrin rétif, canasson indomptable, etc. Et avec un positionnement qui était de mettre la cavalière, de la présenter comme une victime en fait, victime d'un cheval rétif au moment de son passage suite au tirage au sort. Donc là on était vraiment dans le registre de l'émotion et on était aussi dans un registre qui était le plus simple à prendre par les journalistes, puisqu'en fait ça restait dans des habitus journalistiques de dramatisation, de mise en scène, etc.
La deuxième phase, elle a commencé le 31 août suite à un dépôt de plainte d'une association allemande contre la cavalière, justement pour maltraitance. Donc là, on a une durée d'à peu près de 3 semaines de traitement. Et en fait, on voit un changement de posture de la part des journalistes, puisqu'en fait, ils deviennent beaucoup plus neutres et la tonalité des articles elle devient beaucoup plus informative. Donc en fait, ils ont fait un pas de recul pour éviter finalement de se retrouver eux aussi pris dans la tourmente et dans le cyclone qui a été provoqué par l'incident avec Sandboy. Et donc c'est là qu'on voit aussi l'apparition du mot maltraitance animale qui est lié plus à la question de la plainte qu'à la question vraiment des agissements. Donc là, on vous a mis 2 photos, celle de gauche qui correspond à la phase 1, donc la phase de crise, la phase aiguë, et la deuxième qui correspond à la phase 2. Et on voit que dans les images qui sont utilisées, on voit le changement de posture, puisque dans la première, la petite souris, elle est où? Elle est là. Dans la première photo, en fait, on voit un cadre large avec les gradins qui sont derrière, la barrière, le sol, etc. La cavalière qui est en tenue de compétition, le numéro de passage, etc. Donc là, on est quand même dans le registre de la compétition. Et donc, ça correspond au fait que les articles, ils ont beaucoup porté sur le fait que c'était une contre-performance de la part de l'athlète, parce qu'en fait, avant l'épreuve d'équitation, elle était première. Et donc, on reste dans le registre 1 de la performance, ou plutôt de la contre-performance, et 2 de l'émotion. Alors que dans la deuxième photo, on voit que le plan il est beaucoup plus resserré. Donc là, on a moins cette dimension de compétition. On est encore dans le registre de l'émotion, mais surtout, ce qui apparaît beaucoup plus nettement sur cette photo-là, c'est l'attitude du cheval, qui montre beaucoup plus de signes de mal-être en fait que sur la première photo. Ou en tout cas, le focus est davantage mis dessus. Voilà. Et on repère aussi le cheval frappé avec l'utilisation des guillemets, qui dit aussi que les journalistes, finalement, ils utilisent ce terme sans eux-mêmes se positionner, mais que c'est un terme qui a été utilisé par d'autres personnes. Ensuite, concernant la troisième phase, on entre dans la période qu'on dit chronique de la crise. C'est-à-dire qu'elle a duré plusieurs mois, mais on a repéré également qu'il y avait une baisse du nombre de publications sur le cas de Sandboy. Et en fait, tous les articles, ils sont plutôt informatifs et ils suivent l'évolution et les différentes étapes du procès. Et on n'a pas de prise de parti, etc. C'est juste voilà, purement informatif pour donner la date du procès, les résultats du procès, etc. Ce qui nous amène à la quatrième phase, qu'on appelle la phase de latence, où là, en fait, on a vraiment une quasi-cessation des articles qui sont liés à l'événement, et on a davantage un glissement vers la question du bien-être et la question aussi du rapport d'Ambreval, etc. Donc, en fait, on est déjà dans l'après-crise. On est déjà dans une phase de transition. Et du coup, le constat, c'est que la recherche de causalité et de modération, en fait, elle est tardive, puisque 5 jours de phase aiguë, c'est quand même long pour une gestion de crise. Et c'est dû à la facilité à la fois de mettre l'événement en image, comme on a pu le voir avec les 2 autres photos, et aussi avec la question du storytelling qu'on attend de la part des journalistes qui racontent un événement, qui racontent un drame, etc. Et donc là, avant de commencer... Je vais vous faire une petite présentation de qu'est-ce que c'est le machin à droite, là. Ouais, à droite. En fait, on a fait donc l'extraction des termes pour essayer de voir à la fois les termes qui étaient utilisés par les journalistes dans les 144 articles et également comment est-ce que ces termes ils étaient liés entre eux. Donc en gros, là le schéma, c'est ça. À la fois, quels termes sont utilisés et quels sont les liens qu'ils ont entre eux. Et du coup, la question qu'on peut se poser, parce que j'ai fait plusieurs sous-corpus en fonction des phases, etc., c'est est-ce que le cheval de sport, c'est vraiment un être vivant dans le traitement médiatique? Je m'explique. La sphère lexicale qui est liée au vivant, à la maltraitance, etc., en fait, elle est séparée de la sphère sportive, puisqu'en fait, elle est en haut à droite, là. Et elle est liée au dépôt de plainte et à l'association. Et en fait, il y a une rupture nette où tout ce qui concerne le cheval, la compétition, etc., c'est central avec des veines qui sont quand même assez épaisses. Et en fait, si vous vous posez la question, la maltraitance, il est ici. Enfin, le terme maltraitance, il est ici. Hein? On voit pas ta souris. Ah, on voit pas ma souris. C'est dommage. Donc, il est en haut à droite. Sur la branche où il y a animal, et en fait, si vous partez vers le haut, donc vers le nord, vous avez maltraitance qui est tout en haut. Et du coup, en fait, il y a une dissonance quant au placement du coup des termes maltraités qui est en haut à droite et de bien-être qui est sur une branche très minoritaire au centre. Et surtout, il y a une dissociation entre la question du bien-être et la question de la maltraitance et de la protection animale. Et il y a une approche qui est majoritairement descriptive puisque c'est lié à la plainte. Il n'y a pas de prise de position.
Et du coup, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un entérinement en fait d'une déconnexion entre la question du bien-être et la question de l'animal de sport. En fait, l'animal de sport dans les journaux, il est considéré comme un instrument, comme un javelot ou une raquette ou des chaussures, et pas comme un animal sensible, vivant, etc. Et on n'a également pas de prise de position de la presse spécialisée sur le moment, puisque du coup la presse spécialisée a plutôt choisi d'être décorrélée de cet événement. Mais par contre, sur les mois qui suivent l'incident, on a vu qu'il y a un effet de résonance, puisqu'en fait on a une hausse des articles qui sont liés au bien-être, notamment du bien-être du cheval de sport. On a des articles qui portent sur le rapport d'Ambreval, etc. Donc en fait, on a quand même une prise de position de la part de la presse spécialisée sur la question du bien-être, mais de manière décorrélée à l'incident qu'il y a à Sandboy pour pas en fait avoir les répercussions de cet événement. Et je laisse ma parole à la collègue pour la conclusion. Je regarde donc en fait, on avait une conclusion, un peu, c'est la partie, ce qui est à retenir. Donc on pense que c'est intéressant pour la filière équine de comprendre les mécanismes médiatiques et comprendre comment la presse a l'habitude de traiter les choses notamment relatives aux pratiques sportives. On a un peu travaillé ça aussi en lien avec l'ADEME et la question de la communication responsable, communication de crise, etc., qui sont des choses qui, je pense, intéressantes aussi à développer comme compétences au sein de la filière équine. On pense que finalement, il y a une préparation qui pourrait être notamment en amont des JO intéressante à faire sous forme de média training pour les personnes qui vont être amenées à prendre la parole sur les Jeux Olympiques, sur la pratique sportive et un petit peu anticiper les questions, avoir une manière de pouvoir répondre et d'afficher une forme de pratique responsable du sport et finalement d'avoir une stratégie adaptée à la crise et de la penser. Donc là, on a fait le choix de la penser par rapport aux médias traditionnels, la presse classique et la presse sportive, mais à aussi bien sûr développer par rapport aux réseaux sociaux. On a aussi, ça c'est très lié, le fait d'avoir une identification des éléments de langage à privilégier ou à éviter pour transmettre les messages, sachant que effectivement on est maintenant dans une période où les choses sont très vite relayées, très vite reprises, très vite retransmises sur Internet, sur les différents médias sociaux. Donc il faut faire un petit peu une formation, je pense, aux personnes pour apprendre à s'exprimer auprès des médias. Et le dernier aspect, ça c'est vraiment lié à la dimension communication responsable, c'est qu'on a vu qu'il y avait des phases qui sont des phases médiatiques classiques, donc la phase chronique, la phase d'émergence de la crise, etc., la phase aiguë, sauf que comme pour les crises environnementales, les crises un petit peu liées au bien-être animal, on a constaté qu'elles durent plus longtemps. Elles mettent plus longtemps à rester dans ces différentes dynamiques. Quand on est sur des crises plus classiques, ça va durer 2-3 jours au début, ça va faire des pics d'émergence beaucoup plus courts. Là, on a des temps beaucoup plus longs. Et donc on pense aussi que ça serait intéressant de les rapprocher des questions un petit peu crise écologique et notamment d'avoir une communication dans laquelle on met en place des stratégies. Donc il y a plein de formes de stratégies, je vous engage à regarder. L'ADEME par exemple fait beaucoup de publications sur la communication responsable. Mais en gros quand même un conseil c'est de prendre la responsabilité. Prendre sa responsabilité quand il y a des crises comme ça, prendre la parole, éviter de ne pas parler de ces sujets. Si on revient sur Tokyo, là on n'a parlé que des articles de presse, mais en fait sur les réseaux sociaux, il y a eu un choix, je pense, qui a été fait de ne pas aller parler du pentathlon, sauf qu'il y a eu du coup différentes interpellations sur les réseaux sociaux, différents détournements, création de hashtags et finalement une communication sur les réseaux sociaux qui n'a pas été maîtrisée. Donc là il y a vraiment un champ de stratégie à réfléchir pour avoir la bonne attitude et puis prendre en compte ces enjeux de bien-être dans la pratique sportive. Je vous remercie.